Bon, ça c'est fait. J'ai trouvé l'offre d'emploi qui me convient. Mais maintenant je dois faire un CV pour envoyer à l'entreprise. Je sais pas comment faire, j'y arrive pas. Puis pourquoi faire un CV? À quoi ça sert? Pourquoi je dois le faire? Puis je suis certain que c'est un truc qui date de pas longtemps. Avant, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas besoin de tout ce tralala, j'en suis certain. D'ailleurs, ça remonte à quand cette histoire de CV? Bienvenue, vous êtes sur Histofocus, et aujourd'hui on va revenir sur l'histoire du CV, mais aussi sur son utilité. Aujourd'hui c'est chose banale, sauf pour quelques recrutements où le concept est le sans CV, il vous envoie pour postuler à une offre. Mais cette histoire ne remonte pas à hier, loin de là. Depuis la nuit des temps, les humains ont toujours cherché un moyen de se présenter. Ils ont donc laissé des traces de mains sur les parois des grottes qu'ils occupaient et dessiné leur partie de chasse afin de démontrer leurs compétences, leurs fonctions, leur groupe et leurs forces. Une vidéo qui fut donc assez courte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et... Quoi? Ah oui, d'accord. Dire que les hommes des cavernes sont les inventeurs du CV, c'est un peu tiré par les cheveux, même s'ils cherchaient à raconter leurs compétences. Je vous vois derrière vos écrans, et vous vous dites que cet exemple n'est pas concluant. Vous avez sûrement raison, mais bon, j'avais droit à un tour de chauffe, non? Accélérons un peu le temps et allons rendre visite à l'un des plus grands génies de l'histoire du monde. Nous voilà en 1482. Léonard de Vinci a maintenant 30 ans, et il envoie une longue lettre au futur duc du Milan, Ludovic Sforza. Dans cette lettre, l'artiste fait sa publicité. Il lui explique, entre autres choses, qu'il a un moyen de miner toute forteresse dont les fondations ne sont pas en pierre, qu'il peut construire des canons, des mortiers et des engins à feu, et que durant les temps de paix, il peut sculpter et peindre. En gros, il détaille tout ce qu'il est capable de faire pour un éventuel employeur. En voici un extrait. Ayant, très illustre seigneur, vu et étudié les expériences de tous ceux qui se prétendent maîtres en l'art d'inventer des machines de guerre, et ayant constaté que leurs machines ne diffèrent en rien de celles communément en usage, je m'appliquerai, sans vouloir faire injure à aucun, à révéler à votre excellence certains secrets qui me sont personnels, brièvement énumérés ici. J'ai un moyen de construire des ponts très légers et faciles à transporter, pour la poursuite de l'ennemi en fuite. D'autres plus solides qui résistent au feu et à l'assaut, et aussi aisés à poser et à enlever. Je connais aussi des moyens de brûler et de détruire le pont de l'ennemi. Dans le cas d'investissement d'une place, je sais comment chasser l'eau des fossés et faire des échelles d'escalade et autres instruments d'assaut. Si, par sa hauteur et sa force, la place ne peut être bombardée, j'ai un moyen de miner toute forteresse dont les fondations ne sont pas en pierre. Je puis faire des canons faciles à transporter qui lancent des matières inflammables, causant un grand dommage et aussi une grande terreur par la fumée. Au moyen de passages souterrains étroits et tortueux creusés sans bruit, je peux faire passer une route sous les fossés ou sous un fleuve. Je puis construire des voitures couvertes et indestructibles portant de l'artillerie et qui, ouvrant les rangs de l'ennemi, briseraient les troupes les plus solides. L'infanterie les suivrait sans difficulté. Je puis construire des canons, des mortiers, des engins à feu de formes pratiques et différents de ceux en usage. Là où on ne peut se servir de canons, je puis les remplacer par des catapultes et des engins pour lancer des traits d'une efficacité étonnante jusqu'ici inconnue. Enfin, quel que soit le cas, j'ai pu trouver un moyen infini pour l'attaque. S'il s'agit d'un combat naval, j'ai de nombreuses machines de la plus grande puissance pour l'attaque comme pour la défense. Vaisseaux qui résistent au feu le plus vif, poudre et vapeur. En temps de paix, je peux égaler, je crois, n'importe qui dans l'architecture, construire des monuments privés et publics et conduire l'eau d'un endroit à l'autre. Je puis exécuter de la sculpture en marbre, bronze ou en terre cuite, et en peinture, je puis faire ce que ferait un autre, quel qu'il puisse être. En outre, je m'engagerai à exécuter le cheval de bronze à la mémoire éternelle de votre père et de la très illustre maison de Sforza. Et si l'une des choses ci-dessus énumérées vous semblerait impossible ou impraticable, je vous offre d'en faire l'essai dans votre parc ou dans toute autre place qui plaira à votre excellence, à laquelle je me recommande en toute humilité. Le monsieur vient juste d'inventer le 2 en 1, le CV et la lettre de motivation. Et ça marche, car Léonard a le poste. Et même plus, 10 ans plus tard, le duc lui demande de peindre le dernier repas du Christ, le jeudi saint. La scène est lancée. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette lettre? Léonard a mis en avant ses compétences et son savoir-faire. Exactement ce que fait un CV. Le CV met en avant votre savoir-faire et vos compétences qui permettront à l'entreprise qui aura recours à vos services d'en tirer profit. Bon, vous l'aurez remarqué, on est encore loin du CV d'aujourd'hui, mais c'est quand même un bon début. Environ un demi-siècle plus tard, un voyageur anglais qui exerce le métier de géomètre et de cartographe reprend l'idée de Léonard et cherche à convaincre des lords d'employer ses services.
Il entend mettre en avant ses compétences et explique en une seule page ses 40 années d'expérience et sa réputation, et il souligne l'intérêt de ses services pour contrer les dissimulations et empiètements de terrain. Il nomme sa missive Curriculum Vitae et il l'envoie en masse dans toute l'Angleterre. Le principe de grande distribution en masse d'un document expliquant ses compétences pour décrocher un emploi vient d'être inventé, mais il a fallu attendre plus de 400 ans pour que l'idée se généralise. Entre-temps, au XIXe siècle, le système d'embauche a un peu évolué, mais on est encore loin du CV actuel. Dans cette période, quand on a la chance d'être bourgeois, on suit la carrière de papa, ou au pire, on prend la suite de tonton ou du beau-père à la tête de l'entreprise. C'est le temps des dynasties industrielles. Sinon, quand on a moins de moyens et qu'on vit en campagne, on est embauché dans le même métier que la famille, parce que de toute façon il n'y a que ça, ou partir à la ville pour tenter sa chance. Justement, en ville, c'est le même principe. Si on a la chance d'avoir un commerce, un des enfants prend la suite, et les autres essaient de prendre modèle pour ouvrir un commerce, ou vont à l'usine. Que l'on soit dans ce cas, ou que l'on soit dans l'obligation de travailler chez un riche bourgeois en tant que cuisinier ou serviteur, par exemple, le plus courant à cette époque est la lettre de référence. Cette lettre écrite par un ancien employeur explique que la personne est compétente et qu'elle sait faire telle ou telle chose. Les compétences et le savoir-faire sont mis en avant, mais par l'intermédiaire d'un autre qui apporte un gage de sécurité et de notabilité. Cette pratique va perdurer jusque dans les années 1930. À cette période, le CV se fait à la va-vite, sur le coin d'une table, griffonné sur un bout de papier après la discussion avec l'employeur. Dans les années 40, le CV devient plus complet qu'un profil Facebook. Il comprend, outre son parcours et ses expériences dans l'ordre chronologique, le poids, la taille, l'âge, le statut et la religion, et le tout écrit à la main. Après la Seconde Guerre, il devient même obligatoire pour chaque embauche. Pour se démarquer un peu et montrer qu'on n'est pas seulement des machines là pour bosser, mais aussi des personnes à part entière, dans les années 60-70, le CV s'enrichit avec une section intérêt personnel indiquant le sport pratiqué et les activités associatives. C'est aussi à cette période, après être devenu une institution administrative, que le CV rentre dans l'ère du digital. Dans les années 80, les foyers commencent à s'équiper de PC et le traitement de texte permet d'élaborer un CV plus facilement et sans effort. L'époque du CV non professionnel est finie. Désormais, le CV est formaté, mis en page et imprimé. Et c'est la Poste qui se charge de livrer le CV à l'entreprise, avant d'être pris de vitesse par le fax. Ça évite le timbre-poste, les grèves des postiers, et c'est beaucoup plus rapide. Au début des années 80, le CV évolue encore, et certains osent l'envoi d'un portfolio en VHS. Avec la facilité de faire un CV et même de s'enregistrer avec une caméra, beaucoup prédisent la mort du CV. C'est la première de cette prédiction qui s'est pour le moment toujours avérée fausse. Mais le CV prend quelle forme à cette époque? On est sur un format A4, sur une seule page, avec une description du parcours de formation et d'expérience pro, ses coordonnées et ses centres d'intérêt. Assez proche du CV actuel finalement. Avec la démocratisation d'Internet, des adresses mail, des premiers job boards et la création du format PDF dans les années 90, le CV prend encore une autre dimension. L'email remplace le fax et devient le meilleur moyen d'envoyer un CV. Le CV rentre dans l'ère du 2.0 dans les années 2000 avec la création des réseaux sociaux. Certes, on y a ajouté des liens vers les réseaux sociaux et plus spécifiquement LinkedIn, et on met les CV en ligne, mais à part ça, on reste le plus souvent sur un format A4 en PDF pour les plus de 100 millions de CV envoyés chaque année. Certains ont gardé l'idée des VHS et ont fait évoluer les CV vidéo grâce au logiciel de montage que propose le marché, mais ça reste quand même une niche et peu de candidats se le permettent. C'est aussi à cette époque qu'apparaissent les CV anonymes, grande idée qui a pour but de lutter contre la discrimination. L'idée prend forme, le temps de faire un flop. Aujourd'hui, le CV se doit d'évoluer, de ne plus être austère. Il se distingue sur le fond et sur la forme et devient interactif, ouvert sur les réseaux sociaux et ludique, comme les CV vidéo, le développement du personal branding, des coachs en ligne, la reprise des couleurs de l'entreprise visée ou du produit phare de l'entreprise. Le CV est un élément essentiel de la recherche d'emploi. Sa rédaction implique une réflexion sur soi et une prise en compte du futur lecteur. En effet, l'objectif du CV est d'obtenir un entretien et non directement un emploi. Aujourd'hui, le CV est un véritable outil de communication, porteur d'un message et visant l'efficacité. Le but du CV est d'intéresser et de rassurer le destinataire. Il doit être un tremplin vers l'entretien. L'ambiguïté du CV est qu'il ne doit pas donner tous les éléments du parcours professionnel afin de garder une part de mystère. Mais il doit tout de même être assez précis pour que le lecteur ait une vision assez juste du passé professionnel du candidat. Le CV n'aura aucun impact sans une lettre de motivation l'accompagnant. Le CV est la carte de visite du demandeur d'emploi lors de ses démarches auprès des entreprises. Même si certains prédisent pour la seconde fois la mort du CV, en particulier au profit des réseaux sociaux et des job boards comme LinkedIn, Indeed ou Glassdoor, c'est surtout la longévité du CV qui est notable. Il a su résister à 500 ans d'histoire, avec des périodes où il s'est fait discret, je vous l'accorde, mais globalement il est toujours là, et à mon avis pour un moment encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
J'espère qu'elle vous servira et vous apportera des informations. En attendant, merci de mettre le pouce bleu, la cloche, le partage et l'abonnement, vous connaissez le principe. Vous pouvez participer dans les commentaires et dans le respect de chacun, et me dire si vous avez apprécié cette vidéo, ou s'il y a des erreurs. Personne n'est à l'abri d'une bourde et l'erreur est humaine. En attendant, n'oubliez pas que c'est en connaissant le passé qu'on peut comprendre le présent et appréhender l'avenir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.